L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Viking Construction, une compagnie d'entrepreneurs généraux de Drummondville qui réalise toutes sortes de projets là, allant de rénovation majeure jusqu'à la construction de maisons neuves. C'est une entreprise aussi qui s'implique beaucoup là, dans des causes justement pour venir en aide à des organismes. Fait que aujourd'hui, on a décidé de commanditer notre épisode, ce qui a fait en sorte qu'on a pu recevoir un des invités qu'on attendait depuis très longtemps. Vous pouvez aller les suivre là, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, Viking Construction. Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Guillaume Vermette, clown humanitaire, qui nous a partagé des témoignages vraiment touchants. En fait, ça faisait vraiment longtemps. Respiration parce que c'est fou, on dirait que je suis encore sur l'émotion de. Ouais, on a vraiment été émus là, par comme plusieurs de ces histoires en fait qu'il a racontées. Puis juste son énergie était tellement positive et contagieuse qu'on comprend le bien qu'il fait à travers ses projets humanitaires là, quand il voyage à travers le monde, dans les camps de réfugiés là, surtout. Donc, si vous avez vous aussi là, le goût d'être inspiré, d'être touché, c'est vraiment un épisode parfait pour vous. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Salut Guillaume. Allô? Merci tellement d'être là. Ben, merci de l'invitation, de me recevoir. Je suis vraiment content d'être ici. Nous, c'est nous qui sommes vraiment contents. Moi, j'attends, comme je te disais tantôt, là, cet épisode-là depuis le début de notre saison. Surtout pas de pression. C'est ça, pas du tout. C'est mieux je vais pas trop vous décevoir. Mais pour commencer ça, oui. On va te demander la question classique. Peux-tu nous dire qui tu es? Présente-nous. Présente-toi. Je m'appelle Guillaume Vermette. Je suis un clown, un artiste de cirque, un clown humanitaire. Puis j'aime les chats. T'as 2 chats d'ailleurs que tu nous dis. Et 2 poils sur la chemise. J'ai 2 chats sibériens fucking fluffy qui me mettent du poil partout sur mes chemises tout le temps. Mais je suis un clown humanitaire, puis c'est difficile à définir. Mais là, on va avoir 1 heure pour en jaser de plein de façons. C'est les mots que j'aime utiliser pour me présenter. Je pourrais en choisir plein d'autres, clown humanitaire ou entrepreneur de bonheur, mais en gros, ça fait 18 ans que je fais ça. Je suis allé dans plus de 40 pays, puis j'essaye de faire une petite goutte de différence positive à travers tous les problèmes qu'il y a sur la planète, de répandre des sourires, des rires, ou du bonheur, oui, mais surtout de l'amour, de l'espoir, puis de l'estime de soi. Je mélange mes compétences, mes connaissances, mes passions, qui sont le clown. J'étais à l'école de clown. On pourrait parler, c'est de quoi du clown? Ouais. Juste ça, c'est immense comme sujet. Le cirque, tu sais, je fais de l'acrobatie, de la jonglerie, du monocycle, etc. J'ai appris par moi-même, mais j'étais à l'école de clown, pas à l'école de cirque. Puis l'intervention, parce que j'ai aussi étudié en psycho. Fait que je mélange ces connaissances-là, puis j'essaie de faire une différence positive à travers ça. Je vais surtout dans les camps de réfugiés, les orphelinats, les hôpitaux, les CHSLD aussi beaucoup depuis quelques années. Quand je suis au Québec, je vais à CHSLD presque à chaque semaine. En gros, c'est ça que je suis. J'ai aussi fondé un organisme humanitaire où fait que je rassemble une armée d'autres artistes, principalement des clowns humanitaires. On est une quarantaine. On s'appelle la Caravane Philanthrope. Okay. Puis j'ai été directeur de cet organisme-là pendant un bon moment, mais j'ai démissionné, mais c'était prévu depuis le début. Je voulais créer quelque chose de rassembleur, de collectif, un projet collectif pour pouvoir, dès le début, mon objectif, c'était de m'en extraire, du moins du décisionnel puis du pouvoir, pour que ça vive de soi puis que moi, je puisse être clown humanitaire. En gros, c'est ça que je suis. C'est une drôle de bébé. Je mets plein de chapeaux en même temps. J'aime la vie. Je suis juste quelqu'un qui essaye de rendre d'autres gens heureux, de contribuer à leur bien-être parce que je trouve ça le fun. Mais ton bonheur est comme super contagieux, là. Ça fait comme quoi, 15-20 minutes qu'on est ensemble puis on est déjà de bonne sourire, là. Mais ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce qu'en plus, là je peux déborder. On est un podcast, je suis pas un 4 minutes expéditif comme à la radio d'habitude. Allô, la radio. Mais je vais pas bien. Je vais pas très bien en ce moment. Puis tu me dis quand même que je suis pétillant puis que ça vous fait du bien. Fait que ça me fait du bien de vous voir aussi. J'adore les humains. Mais je vais pas bien pour plein de raisons. Ben, est-ce que c'est en lien avec justement? C'est pas si pire. Je vis des défis dans ma vie personnelle, mais aussi ça fait 4 jours que je suis revenu au Québec. Je suis jet lag, je suis fatigué, mais sur le coup, c'est toujours, quand je reviens d'un voyage humanitaire, j'ai une espèce de décalage avec la réalité. Tu sais, là, je viens de passer 1 mois dans des camps de réfugiés en Jordanie, à la frontière de la Syrie. Des camps de réfugiés vraiment rough, dans le milieu du désert, dans le milieu de nulle part, où c'est
c'est mon opinion, c'est les mots que j'utilise, mais moi, j'appelle ça de l'esclavage humain. Le contexte que je voyais là-bas. Fait que je pourrais élaborer davantage là-dessus, mais bref, ça me rentrait dedans. Puis juste avant ça, j'étais en Ukraine. Non. J'étais en Ukraine, puis des fois, je me suis fait réveiller la nuit par des missiles qui explosaient. Pas loin d'où je dormais. Puis ça aussi, on pourrait en parler, en jaser. Fait que j'ai un espèce de décalage émotionnel. Puis la journée que je reviens au Québec, j'étais en Jordanie, coïncidence, le conflit israélo-palestinien explose à nouveau. Juste à côté d'où que j'étais, la Jordanie va peut-être participer. Je me suis pas informé full. Pour l'instant, j'avais juste besoin de revenir, j'imagine, aussi. Dans mon lit, avec une poutine. Fait que bref, je suis là émotionnellement, en plus de choses qui se passent dans ma vie personnelle. Fait que ça me fait du bien de vous voir. Puis salut. On va essayer d'être aussi jovial et spontané que toi, pour te rendre toi aussi heureux. T'es dans mes On va essayer. On n'a pas de nez de clown, par contre, là, mais... Pas besoin. J'ai hâte dans le clown. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile à cause du voyage d'où tu reviens, là, de la Jordanie, puis tout ça, que ça te rend... C'est ça. Peut-être moins bien en ce moment, ou... Mais tu sais... j'ai l'impression de vivre deux vies parallèles. C'est exactement ce qu'on disait pour vrai dans l'auto en montant. Là. On se disait... c'est incroyable ce que tu vis, puis tu dois tellement être confronté à plein de choses à travers tes voyages humanitaires que de revenir, toi, dans ta vie normale. Ça doit être difficile d'accepter comme tout le confort, tout le bien comment on est ici en ce moment, comparativement à d'autres. Là. Ça fait 18 ans à peu près, je fais ça de plusieurs façons différentes. Ça évolue, ma perspective évolue, il y a des choses que je lâche prise, que j'accepte plus. Mais en ce moment, ce voyage-là, tout a l'air banal. Quand tu reviens d'une expérience où c'est qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu, j'ai l'Ukraine beaucoup en tête. L'Ukraine m'a vraiment rentré dedans, qui était juste avant la Jordanie. La Jordanie aussi, mais l'Ukraine différemment. Puis les gens que juste le fait que je sois là, que je dise bonjour, je suis content de vous voir, j'arrive du Canada, salut. J'ai à peine dit ça, ils pleurent. Ils pleurent, genre juste que tu te sois déplacé, pour eux, c'est un geste de solidarité vraiment significatif. D'en rencontrer qui n'ont plus de bras, ils n'ont plus de membres, parce que j'allais dans les hôpitaux, là-bas, entre autres, pour des victimes de la guerre, puis qui me font des câlins avec leurs moignons, leurs pas de bras, de toute leur force, des messieurs de 50 ans, puis qui pleurent, puis qui ont perdu tous leurs amis, leur famille, leur maison, des fois. Après tout ça, vous pouvez imaginer que le monde qui chiale pour la météo, tu reviens au Québec, ça a l'air banal. Tous mes petits problèmes ont l'air banal, tout a l'air banal. Il y a une espèce d'écart entre ces deux vies-là. Puis ça me prend toujours un moment, une espèce de 2 semaines au retour pour on dirait me raccorder à tout ça, parce que c'est important de rester groundé à ma vie au Québec. Puis c'est pas parce que des problèmes sont plus légers. Les problèmes qu'on peut vivre ici, puis il y a aussi des problèmes terribles que des gens vivent au Québec, mais un problème n'en diminue pas un autre. Il a le droit d'exister, il est significatif. Puis pour garder mon équilibre puis ma santé mentale, c'est important que je prenne le temps au retour de m'écouter puis de faire... Tu reviens combien de temps environ? Ça me prend 2 semaines à peu près pour... Mais ça te prend 2 semaines, mais en général, entre 2 voyages humanitaires, tu t'espaces ça de combien de temps? Ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Là, je suis plus dans une période où je voyage moins. D'après moi, je ne vais pas voyager pour plusieurs mois. Là. Peut-être au printemps. Puis en ce moment, on est en octobre. Fait que tu ne prévois pas d'autres voyages d'ici printemps 2024? Là. Non, ça se peut. J'en ai au printemps. Je suis pas sûr. Je suis booké au Québec de plein d'affaires jusqu'en février. C'est un choix que j'ai fait. Mais là, je viens d'en faire plusieurs voyages hors d'une stretch. Mais pendant plusieurs années, c'était 10 mois. Que tu partais, OK. À temps plein, là. Oui, je pense qu'on peut dire du temps plein quand c'est 10 mois par année en voyage humanitaire, puis bénévole. À temps plein, pendant 5 ans, par choix. À vivre dans mon sac à dos, que tous les objets que je possédais, tous les biens matériels étaient dans mon sac à dos. J'avais même pas d'appartement, j'avais pas de loyer. T'avais pas de pied à terre ici, là? Rien. Oui, mais j'étais pas ni locataire ni propriétaire de ces pieds à terre-là. Je squattais des amis, de la famille, etc. Fait que puis à destination aussi, tu te faisais accueillir pour dormir, j'imagine, là, si t'étais sans domicile. Comment je peux le qualifier de manière respectueuse? Espèce de tout gras. Non, mais Mais généralement,
quand je suis en voyage, c'est dans le cadre d'un projet. Qu'il y a des collaborateurs, des organismes, des individus qui m'accueillent. Fait que j'ai toutes les réalités. Là. J'ai été autant dans la tente à côté du camp de réfugiés que j'ai été accueilli dans un château par des riches donateurs qui veulent aider les réfugiés. Mais généralement, c'est plus dans une espèce d'appartement qu'on loue à gang vraiment pas cher ou qu'on se fait prêter puis qu'on est beaucoup trop de clowns à se partager une petite affaire. C'est ça, c'est que vous êtes plusieurs. On est plusieurs. Qui partez ensemble. Je travaille jamais tout seul, je collabore avec plein d'organismes. Mais c'est entre les projets. Tu sais, mettons qu'un projet humanitaire dure 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Là, l'organisme héberge généralement. Pendant ce moment-là. Mais après ça, le 2 semaines que j'avais à l'époque tampon entre 2 voyages, puis des fois, même, il me faut une destination tampon parce que mon visa finit. Ça, c'était tout un casse-tête. Je suis oh shit, là, j'ai fini le projet en Grèce, je m'en vais en Russie. Mon visa de la Russie commence telle date, mais mon visa Schengen, le territoire européen, finit là. Je m'en vais 2 semaines en Bulgarie, je m'en vais à Schengen, je vais me trouver quelque chose à faire. Puis là, ça coûte des sous. Puis j'étais bénévole à temps plein. Fait que tu faisais comme ça gagne pas beaucoup d'argent. Ça gagne pas beaucoup d'argent bénévole à temps plein, non? Mais j'avais demandé... Comment j'avais fait ça dans le temps? Ça commence à faire un bout, là. Je demandais juste aux gens de me faire des dons. Je demandais-tu un montant par année? Non, c'est parce que pendant un moment, je demandais 1 pièce. Je dis, hey, donnez-moi 1 pièce par mois. Du 7 000 à me donner 1 pièce par mois. Moi, j'en ai assez pour tout ce que j'ai besoin. Ça me donne à peu près 10-12 000. Là. J'en ai assez pour tout ce que j'ai besoin. Mais même avant d'avoir mis ce système-là, j'avais genre 6 000 de dons par année. Je demandais jamais de dons. Il y avait juste un bouton faire un don dans le coin à l'époque que c'était possible sur Facebook. Puis j'avais des dons qui rentraient, puis c'était suffisant pour les petites dépenses que j'avais. Puis si on retourne un peu dans ta vie, là, d'où ce projet-là est parti, puis comment concrètement tu t'es dit, parfait, moi je fais ça à temps plein. Là. Je deviens bénévole à temps plein. Là. Mais déjà, il n'y a personne qui te dit dans la vie, hey, tu devrais être clown. Personne connaît ça. Déjà, l'école de clown, je savais pas. Moi non plus. Oui, juste juste le sujet du clown, il y a beaucoup à dire, mais clown humanitaire, moi, c'est dès le début. C'est clown humanitaire que je voulais être et non clown. Je savais pas c'était quoi du clown. J'avais aucune référence. Je savais pas que c'était un type de théâtre, une spécialité en théâtre qu'on appelle, c'est du théâtre physique. Là, j'élabore un peu plus sur c'est quoi le clown parce que je trouve ça important. À mon avis, du clown, c'est pas drôle. C'est pas pour les enfants. Puis un costume de clown, ça existe pas. Ça peut être drôle. Ça peut être pour les enfants, puis ça peut mettre un costume, mais c'est vraiment pas important. C'est une forme de théâtre qui, en gros, la différence avec le théâtre traditionnel, on s'exprime davantage avec les mouvements, les émotions, les expressions du visage, puis surtout, le seul objectif, là, c'est pas d'être drôle, d'être intéressant, c'est de connecter avec le public. C'est d'avoir une relation avec lui, on le regarde direct dans les yeux. Bref, moi, je parle clown, c'est un outil fantastique pour moi pour entrer en contact avec les gens. Mais je savais pas encore c'était quoi. J'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans, j'étais à Salouit, qui est une communauté inuit au Nunavik. Puis je travaillais là comme animateur d'un camp. Ça a duré 2 mois à peu près, puis en espace de 2 mois, il y a une dizaine de jeunes, d'ados. Moi, j'étais encore un ado, 17-18 ans, là, puis les autres, il y avait jusqu'à 15 ans, je pense. Il y a une dizaine qui sont venus s'ouvrir, se confier, parce qu'on avait une relation particulière, ils me faisaient confiance. Puis ils me disaient, hey, Guillaume, je suis plus capable. Guillaume, je pense que je veux mourir. Ça fait... Ça m'a brisé le cœur, ça m'a rentré dedans. D'autant plus que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mentale enfant. J'avais même fait une tentative de suicide, en tout cas, enfant, longue histoire. Puis là, je me revoyais là-dedans, je me sentais une responsabilité. Je les aide du mieux que je peux, je les réfère à des spécialistes, etc. Puis, c'était pas assez. Fallait que j'en fasse plus. Je prenais ça personnel. Puis dans le camp où je travaillais, il y avait un costumier puis il y avait une perruque jaune vraiment laide. Un genre de perruque de clown, bref. Je m'ai sur la tête, je me suis improvisé clown. Je connaissais rien au clown. Je me suis dit, hey, m'aller faire rire le monde qui file pas. Et c'était un échec. J'étais pourri, à chier, c'était pas drôle. Mais je savais pas encore, justement, que l'objectif du clown, c'était pas d'être drôle. Ça marchait pas, le côté drôle, mais c'est pas grave, parce que le côté important de connecter avec les humains, ça, il marchait. Puis je m'en rendais compte, mais j'étais pas capable de le nommer encore. C'était comme une intuition. Je suis comme, il y a quelque chose là-dedans. J'étais en train de mettre des sourires sur des visages, puis des étoiles dans des yeux qui en ont pas souvent. Je suis comme, oui, c'est ça que je veux faire. Puis j'ai genre 17-18 ans, là, je connais rien à la vie. Je connais rien au clown, puis je vais devenir clown humanitaire. C'était mon rêve, là. Puis j'étais sûr que j'avais inventé l'idée que j'étais un génie. Je savais pas qu'il y en avait plein d'autres. Fait que ça a commencé là. C'est ce moment-là, puis c'est la première fois de ma vie
Puis c'est quand même jeune, là, 18 ans, mais quand même, c'est la première fois que j'avais quand même un projet qui me stimulait. OK. Que je me projetais dans le futur de manière positive, que je disais, oui, c'est ça que je veux faire. Ouais, puis je commençais à peine à découvrir aussi que beaucoup de choses qu'on avait pointées comme des défauts, puis comme des faiblesses, principalement la sensibilité. En tant qu'homme, on se fait souvent dire que « Hey, c'est fif, ça, avoir des émotions. » Puis, en tout cas, bref, je commençais à me rendre compte que ces choses-là, pour lesquelles on me disait que j'étais pas correct, j'étais faible, j'étais inférieur, que c'était des forces. Puis ça mettait en valeur ces forces-là, fait que ça me valorisait pour une fois, puis j'avais un projet qui me ressemblait, qui me faisait du bien, qui faisait du bien à d'autres, ça faisait trop de sens. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais décroché de ce rêve-là. J'ai foncé à 300% dedans. C'est incroyable. Ça a été quoi ton premier voyage humanitaire? Mon premier vrai voyage humanitaire, je pense que c'est au Cégep, un voyage de solidarité internationale qui est genre, je pense, 1 an après le Nunavik, à peu près. Ah oui, c'est ça. J'étais dans un programme international où je sais plus comment ça s'appelait, de solidarité internationale. Fait qu'on avait une session complète qu'on montait un projet de solidarité ou dit humanitaire, entre guillemets, pour une communauté défavorisée en République dominicaine. Puis moi, j'ai monté un projet de clown. Fait que j'ai comme travaillé toute une session à monter un projet de clown vraiment en poche, de sculpture de ballon, puis de costumes horribles, puis tout pour aller faire ça comme ça, sans trop réfléchir, avec des enfants dans une communauté défavorisée en République dominicaine. Puis ça levait pas haut comme projet, mais ça m'a appris beaucoup. Sûrement. Ça m'a appris beaucoup sur moi-même, sur ce que je veux faire, sur la piqûre des voyages. Puis ce qui m'a marqué le plus de ce voyage-là, c'est même pas la République dominicaine, en tout respect pour les Dominicains que j'adore, et pour ce pays que j'adore, mais un de mes pays préférés au monde, c'est Haïti. J'ai vraiment une affection particulière pour Haïti, une relation particulière avec Haïti. J'étais allé plein de fois, puis c'est les Haïtiens qui m'ont marqué le plus de la République dominicaine. J'ai rencontré des gens par coïncidence qui se sont ouverts à moi, qui se sont confiés sur leur réalité de travailleurs dans le milieu agricole qui étaient exploités, des Haïtiens. Puis leur réalité très marginalisée qu'il y avait. Puis ça a comme fait... Puis ça a ouvert une porte immense dans ma tête. Puis, bref, je commence à déborder du sujet, mais je suis en amour avec Haïti. En résumé. Puis, qu'est-ce que t'aimes, en fait? D'Haïti? Oui, tout. d'Haïti. La bouffe. Mais encore, dis en plus. Ben, pour vrai, c'est un pays qui est mal compris, qui a eu plein de mauvaises pubs pour certaines mauvaises raisons, certaines légitimes. Puis en ce moment, c'est pas une destination de choix parce que ça brasse pas mal. Mais Colin, que les tripeux de voyage, là, aller en Haïti, si vous avez l'occasion, là, c'est exceptionnel. C'est peut-être pas je vais être sincère, la destination la plus facile. Ça dépend où tu vas puis comment, mais si t'es débrouillard, si t'es habitué au voyage, va en Haïti, informe-toi, pose-moi des questions, écris-moi. Je vais te dire comment faire. Mais cette chaleur-là est dure à retrouver ailleurs. Là. C'est gentil, c'est loud, c'est chaleureux, c'est fin, c'est accueillant, c'est généreux, c'est délicieux. Je me sens comme la famille là-bas. Ouais. Puis est-ce que tu as voyagé là-bas juste pour des voyages humanitaires ou pour des voyages personnels aussi? Une fois pour un voyage personnel en Haïti, qui est vraiment un voyage particulier. C'était pour mon ex. Mon ex était à moitié haïtienne. Puis, elle voulait reconnecter avec sa famille. Ouais, fait que ça a été, ça a été quelque chose avec sa famille, ses ancêtres, ses origines. Ses origines. Puis, j'ai fait un peu d'humanitaire parce que j'étais là, puis j'avais déjà des contacts, mais l'objectif principal, c'était vraiment pour elle. Puis on s'est retrouvés dans le milieu de nulle part en Haïti, à avoir tes bagages au-dessus de la tête, là, à traverser des rivières. Là, au début, tu avais une moto, mais là, tu la laisses sur le côté parce qu'il n'y a plus de chemin pour y aller. Puis t'informer des bus sketch, comment ça, puis tout le monde se bat pour te faire rentrer dans le bus, puis là, t'as peur de tes bagages, qu'est-ce qui va se passer? Tout va bien finalement pour se retrouver dans une ville qui s'appelait Maïsad, dans la région de Hinche, en Haïti, pour enfin trouver la maison de sa famille, qui n'est plus en Haïti, mais qui avait un monsieur
qui était là, qui avait resté derrière dans la famille, puis qui était dans la grille dehors, puis qui était super âgé, puis qui la regardait, puis qui a compris c'était qui, puis qui s'est mis à pleurer dès qu'il est arrivé. Puis c'était vraiment un privilège de vivre ça à travers elle. Puis dès qu'il est arrivé, tout le monde l'appelait la cousine. OK. Dans toute la ville. Elle était de la famille, là. C'est la première fois qu'elle débarquait là. Il y a cette chaleur-là, cette solidarité-là en Haïti que je pense avoir jamais vue ailleurs. Dans d'autres pays? Oui, c'est vraiment un pays qui m'inspire beaucoup, qui me nourrit beaucoup. Ouais. Puis comment tu choisis tes destinations de voyage humanitaire? Les plus belles plages, non? Ça a varié au cours des années. Hein, ça fait longtemps. Des fois, c'est des cris du cœur de moi. Des fois, c'est des cris du cœur de quelqu'un qui m'invite, puis je suis pas capable de me dire non. Mais j'essaye que ça soit de la récurrence. Ça serait facile de m'éparpiller, puis je l'ai fait souvent. Mais j'essaie d'être en qualité plus qu'en quantité. Mon objectif, c'est pas de faire 1 million de pays, c'est pas de faire 1 million de camps de réfugiés. C'est si je vais à une place, là, je peux retourner au même pays à chaque année, dans le même camp de réfugiés, avec les mêmes enfants. C'est merveilleux. C'est des liens. Oui. De plus en plus, c'est ça mon approche. Je pense que j'essaie d'avoir une approche de plus en plus durable, entre autres là-dessus, mais aussi environnementalement parlant. On va beaucoup au Mexique, qui est la frontière la plus proche. Il y a des camps de réfugiés, les besoins sont immenses là-bas, à la frontière des États-Unis au Mexique. Fait que d'aller revoir les mêmes enfants. J'essaie de réfléchir de plus en plus à c'est quoi qui fait le plus de sens. C'est comme ça que je choisis mes destinations. Mais des fois aussi, c'est très émotionnel. Comme l'Ukraine, c'est très émotionnel. C'est personnel. Pour moi, c'est le voyage le plus personnel que j'ai fait depuis longtemps. Je suis allé 20 fois en Russie. OK. Voir les mêmes personnes. Ouais. Il y a Gavarowski, потому что пипец какой умный. Il y a Lublin в Russie. Tu sais, j'adore la Russie. Ma deuxième famille, ma deuxième maison, c'est la Russie. C'est là que j'ai passé des années, là, si tu mets tous mes voyages ensemble. Moi, mon cœur est russe, j'ai souvent dit ça. Puis la guerre arrive. Ça me rentre dedans. C'est sûr. Je comprends. Ça me rentre dedans de plein de façons. C'est déjà ma, entre guillemets, famille ou mon cœur, c'est l'ennemi. Puis je sais, là, j'ai plein d'amis là-bas qui sont contre la guerre. Ils sont contre la guerre. Il y en a qui se retrouvent en prison parce qu'ils manifestent contre la guerre. Genre, ils tiennent une fleur en public, tu sais, ou grosse manifestation. J'ai plein d'amis qui quittent le pays. Bref, puis les organismes avec lesquels je travaillais là-bas, moi, c'est surtout avec les orphelins, je travaillais en Russie, mais ils ferment. Ils n'ont plus de financement. Tout le financement s'en va à la guerre en ce moment. Fait que, tu sais, je vois des vies être détruites en Russie, puis ça m'affecte beaucoup. Puis, of course, je vois aussi ce qui se passe en Ukraine, qui est un drame humain qui n'a pas de maudit bon sens. Fait que moi, je ne peux plus aller en Russie. Depuis plusieurs années, j'y allais 3 fois par année. Je ne pouvais plus à cause de la COVID. Puis là, je ne peux plus à cause de la guerre. C'est dangereux pour vrai. Pour moi, d'aller en Russie en ce moment, c'était déjà touché. Un autre sujet. En tout cas, bref, pour des raisons plus politiques, c'était touché pour moi d'aller en Russie parce que je prends parole contre la Russie des fois. Mais là, je ne peux pas y aller. Fait que je vais aller en Ukraine. Ça a dû être quand même déchirant comme choix, mais pas... C'était comme un faux choix, là. Tu ne peux pas aller en Russie à ce moment-là. Fait que tu as choisi d'aller en Ukraine. En principe, les deux sont comme dans le besoin. Ça, vraiment. Si tu considères les enfants, puis... Oui, mais ceux que tu as aidés en Russie. Moi, je pense que mon amour pour la Russie diminue en rien le drame qui se passe en Ukraine ou mon amour pour le peuple ukrainien, parce que maintenant, je connais le peuple ukrainien et je suis en amour avec l'Ukraine. Mais c'est comme si c'était pour répondre à un besoin très égocentrique de « je m'ennuie trop de la Russie, je vais aller en Ukraine ». C'est weird, là, mais c'est ça qui s'est passé. Puis ça me rapprochait de ma Russie que j'aime en allant aider les victimes de la Russie. Mais en même temps, tu les aides, là. Mais t'aides les victimes de la Russie, mais t'aides pas les victimes du peuple de la Russie que t'aimes, tu sais. Qui, eux, ils seraient sûrement alliés aux gens de l'Ukraine que t'aident, mettons. Oui, je pense que c'est important de faire la distinction entre le gouvernement, l'État, Poutine, le maudit dictateur de despote, puis la population. Puis je suis agréablement surpris que les gens, en tout cas ici au Québec, au Canada, ont l'air de bien faire la distinction. Je pense que les réseaux sociaux aident beaucoup. Tu sais, à l'époque, là, tu reviens à la guerre froide, mettons, là, le russe, c'était comme
tous les Russes sont des méchants, puis c'était des caricatures partout. Mais là, on voit ces réseaux sociaux des Russes manifester dans la rue, etc. Ça les humanise, je pense. Mais bref, ça a été super personnel. Plus que je pense. Ce qui me rentrait dedans le plus, là, ce qui m'a bouleversé d'être en Ukraine, c'est même pas les bombes qui ont explosé proche de moi, même si ça m'a vraiment bouleversé, c'est d'avoir des enfants, des gens qui, un peu à chaque jour, disent des affaires comme « le seul bon russe, c'est le russe mort ». « The only good Russian is a dead Russian ». Puis d'entendre des choses en ukrainien, je parle pas ukrainien, mais je parle russe, fait que je comprends à moitié, ça ressemble beaucoup. Puis des fois, il y en a qui parlent carrément russe, puis je comprends, puis que c'est des insultes, c'est des dead threats, de parler de la mort des Russes, puis c'est normal, ils ont des raisons légitimes d'être dans cette émotion-là. Colin, leur famille, leur maison se font tuer. Mais que ça vienne d'enfants, ça vient de monde qui me montre des vidéos, check, à Moscou, ça explose, yes! Je dis, hey, moi, je connais du monde à Moscou. Tu sais, des 2 bars, c'est dégueulasse. Des 2 bars, c'est de la violence, puis il y a juste des conséquences dégueulasses de ça. Bref, ça m'a rentré beaucoup dedans. C'était très personnel. T'es allé combien de temps là-bas? Hey, c'était tellement court, en plus. Je suis allé 2 semaines et demie, je pense. Okay. J'ai pas eu une seule journée de congé dans les 2 semaines et demie. J'ai vraiment voulu en profiter au max. Okay. Puis ça a passé comme ça. C'est quand tu décides, mettons, d'aller là-bas. Là. Ouais. Concrètement, comment ça se passe? Tu fais affaire avec des organismes, tu as des contacts? Comment ça fonctionne? Bien, chaque projet est une histoire différente. Celui-là, c'est un organisme écossais qui s'appelle Showban Trust, qui, eux, distribuent la pizza. Okay. Ils disent, donc, t'es une pizza. Comment t'as dit? J'ai dit, donc, t'es une pizza. Je suis une pizza. Une pizza YOLO. Mais ils disaient que c'est quoi leur slogan? C'est Make Pizza Not War, une affaire du genre. Puis c'est juste du monde qui se sont rassemblés en Écosse. On ne sait pas quoi faire. Ça nous écœure, la guerre. Ben, on y va. On va faire de la pizza. Ils distribuent à chaque jour 4000 $ de pizza à des enfants réfugiés, des familles réfugiées dans des camps de réfugiés un peu partout en Ukraine. Puis une personne de l'organisme a écrit. OK. Il m'a dit, hey, ça va pas bien. En gros, là, ce qu'il disait, ça va pas bien, l'enfance là-bas, on a besoin de bénévoles, puis ce serait cool d'avoir des professionnels de l'enfance, puis tout. Fait qu'ils ont contacté des organismes de clubs humanitaires. Ça s'est rendu jusqu'à moi. L'organisme, la Caravane Philanthrope avec lequel je travaille, l'organisme québécois, en fait, on peut pas. C'est un pays en guerre, on n'est pas prêt. C'est pas qu'on veut pas, c'est que légalement, assurance, etc., c'est compliqué d'envoyer du monde en pays en guerre. Fait que la caravane a dit non pour l'instant. J'ai fait, j'y vais. J'y vais de façon personnelle. Fait que c'était mes petites vacances d'été. Très reposante. À mes frais. En Ukraine, d'une initiative personnelle. Sans avec assurance. Certes, finalement, j'ai eu des assurances santé à travers une assurance ukrainienne pour soldats ukrainiens. OK. J'ai eu ça. OK. C'est mieux que rien. Fait que là, cette fois-là, t'es allée seule? Non, j'ai amené une amie qui s'appelle Marie Veillette, qui est une complice de plein de projets depuis longtemps, qui est une clown thérapeutique de Trois-Rivières. Puis je suis content qu'elle ait été là. C'était beaucoup d'émotions. Mais j'imagine que de vivre ça avec quelqu'un aussi, là, tu sais, ça doit être intense ce que tu vis. Fait que de pouvoir juste en parler puis partager avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, il y a quoi de rassurant, j'imagine, là-dedans? Là? Oui, je dirais même plus, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je pense que j'ai fait souvent l'erreur à travers les années de ne pas m'écouter, de ne pas prendre soin de moi autant que j'aurais dû ou d'avoir, ils appellent ça la fatigue, la compassion. Tu vois des choses rough, tu donnes beaucoup, puis il y a tellement un besoin urgent, puis tu as l'impression de répondre à un besoin criant que tu n'arrêtes pas. Puis que bref, je me rends compte maintenant à quel point j'aurais pu souvent plus prendre le temps de process puis d'en parler, puis maintenant je le fais, puis ça a fait que souvent j'ai pété aux frettes. J'ai genre des genres de mini-dépression ou des mini-burn-out qui a fait que c'est pas juste un 2 semaines tampon que je reviens, que j'ai besoin de manger beaucoup de poutine puis de rien faire dans mon lit. C'était plus un 2-3 mois à être scrap émotionnellement. Là. Puis est-ce que tu as l'impression que quand tu es là-bas, tu les vis, ces émotions-là, ou c'est plus quand tu reviens dans ta réalité que tu es comme, OK, là, c'était intense ce que j'ai vécu? C'est comme les deux. On dirait que les deux vivent en parallèle de manière différente. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis un clown. Je suis pas un médecin. Fait que je travaille avec le bonheur, je travaille avec les succès.
Je travaille quand les gens, ouais, bravo aux jeunes. Je suis comme, hey, c'est cool, même si c'est pas bon ce qu'il fait. À travers nos jeux, parce qu'on a aussi beaucoup des ateliers, des jeux qui sont réfléchis pour que les jeunes se dépassent, vivent des succès, de la valorisation, puis ils s'expriment, puis on les applaudit, même quand ils sont pourris, ils sont toujours les meilleurs du monde. Fait qu'on est dans le succès, on est dans le bonheur. Fait que c'est positif, beaucoup. Mais de temps en temps, il se passe quelque chose dans le background, ou pour une raison X, ça me vient direct au cœur, même si j'ai vu cette réalité-là des dizaines, des centaines de fois. Puis ça m'est arrivé récemment en Jordanie de juste à m'emmener, m'arrêter, prendre une distance avec le moment qui se passe, puis juste de regarder les conditions dans lesquelles les enfants vivaient dans ce camp de réfugiés-là en particulier, puis de faire « Esti de calice, ça n'a pas de maudit bon sens que ça existe. Ils sont 1,4 million juste en Jordanie à vivre là-dedans. Personne n'en parle, personne ne le sait. » Puis de commencer à pleurer, tu sais. Ça m'arrive des moments de même. Souvent, c'est plus des larmes de bonheur de parents qui, justement, pleurent de bonheur puis viennent me dire merci dans une langue que je comprends pas tout le temps, mettant une main sur le cœur, genre j'ai pas vu mon enfant sourire depuis 3 mois, des affaires de même. Mais généralement, le plus dur, c'est au retour. C'est là que tout process puis que tu te rappelles les affaires. Puis c'est là que c'est important de pas rester tout seul puis c'est précieux d'avoir travaillé en équipe. Puis de pouvoir parler à ces gens-là parce que même si j'en parle à des gens qui étaient pas là, oui, ils vont m'écouter, mais ils ne pourront jamais vraiment concevoir. Ouais. Mais as-tu un suivi psychologique ici ou c'est vraiment plus les gens? Non, c'est toi qui es travailleur social. Au besoin. OK. Oui, ça m'arrive de mais consulter. Rien de... À ce moment, non. OK. Faudrait-tu? non, mais c'est parce que c'est tellement gros ce que tu vis que je me dis à un moment donné, oui, de s'entourer des gens qui ont vécu la même chose, ça l'aide, mais des fois, tu dois vouloir aller creuser plus, là, j'imagine. Il y a une fois que j'ai écrit un livre. OK. Ça a été ça. Pour vrai, je m'en OK. rendais pas compte en écrivant le livre là, qui s'appelle Un sourire à la fois, récit d'un clown humanitaire. Je pensais que je faisais ça. En fait, c'était vraiment prétentieux. Je pensais que j'écrivais un livre par devoir. Et responsabilité pour l'humanité. Comme genre, ils doivent savoir, les gens. Puis, OK, il y a peut-être un peu de ça. Puis oui, ça sensibilise à des trucs, puis etc. Mais pour de vrai, je suis honnête avec moi-même, je le faisais vraiment pour moi. J'avais besoin de m'arrêter, de me forcer à arrêter, de voyager à l'intérieur de moi, revisiter tout ce qui s'est passé, puis le digérer, parce que j'avais pas pris le temps de le faire. Puis justement, ça a été comme un point pivot dans ma relation avec l'humanitaire. En fait, depuis ce livre-là, c'est inévitable que je vais prendre le temps de digérer les choses, puis de les vivre, puis de mettre mes limites. On dirait que c'est un des plus bels enseignements que l'écriture de ce livre-là m'a appris. Ouais, c'est beaucoup plus équilibré. Puis c'est dur. Quand t'es clown humanitaire, d'avoir une vie équilibrée. C'est mon plus gros challenge. Puis en fait, ça m'amène à te poser la question si tu voyages autre que faire des voyages humanitaires. Puis si oui, comment t'arrives à voyager différemment? Oui, ça m'arrive. Dans les dernières années, ça m'est arrivé un petit peu plus. Avec ma copine, de voyager pour le plaisir. Je me suis permis ça. Avant, c'était plus des voyages humanitaires entre deux. Avant, c'était impossible. C'était comme... C'était trop violent. Tu sais, de passer 3 mois, j'ai une fois en tête, qui me vient tout de suite en tête, de passer 3 mois avec des enfants réfugiés en Grèce dans des conditions exécrables. J'étais tellement dégueulasse que j'écrivais à Justin Trudeau. J'écrivais des lettres. Fais quelque chose, Justin, comme j'écrivais au Père Noël. Ça n'avait pas de sens. Puis là, tu reviens de tout ça. Puis je vivais comme un réfugié, presque. C'est un farfetch de dire ça comme un réfugié, mais je vivais dans une tente, dans des conditions vraiment modestes, puis c'était difficile. Je trouvais ça difficile, puis inconfortable. Puis là, on a du temps après le projet. On s'en va au Parthénon. En tout cas. Ça va visiter des vieilles choses grecques. Avec plein de réfugiés. Pas de réfugiés, de touristes, pardon. De touristes, puis de selfie-sticks, puis d'argent, puis de confort, puis de trucs qui semblent superficiels. Puis ça fait wow! Non. Ça me choque. Ça me rentre dedans, ça m'attriche, je suis pas capable. Puis, tu sais, il y en a plein des exemples de même. Une fois, je revenais de travailler avec des enfants au Burkina Faso, des enfants qui étaient mal nourris, tu sais, qui mangeaient pas assez, puis tu sais, comme on voyait dans les classiques, là, les petites bébêtes, puis tout ça, là, à l'hôpital, puis les yeux tout rouges. C'est des enfants vraiment maganés parce qu'ils mangent pas. Puis là, qu'il y a des clowns là-bas, c'est formidable. Ils sauvent la vie de ces enfants-là. Hey, juste, parenthèse, je fais plein de parenthèses. La présence de 2 clowns thérapeutiques dans un hôpital pour enfants mal nourris,
je pense que c'est pendant 2 ans, a diminué le nombre de morts d'enfants de genre 85%. C'est vrai? Il y avait une recherche sur le sujet. Fait qu'ils prenaient le temps de jouer avec les enfants, mais aussi d'apprendre aux parents comment jouer avec leurs enfants. Wow. Puis juste cette stimulation-là, émotionnelle, physique, etc., sauvait des vies. Bref, c'est un projet magnifique. Ah, mais c'est fou, ça me donne des frissons. C'est vraiment. Puis c'est confrontant. Puis je reviens. La première journée que je reviens, c'est la fête de mon ami. On s'en va à un resto à Montréal de sushi. À volonté, t'as une tablette, tu pèses un piton, la bouffe arrive 2 minutes après. Je suis comme, what? Ah ouais. Fait que ça, pendant des années, j'étais fâché. J'étais triste, j'avais une résistance. Hey, je vivais dans mon sac à dos à cause de ça. Là. Tellement j'étais fâché à cause de l'argent, puis de la société, puis du capitalisme, puis tout. Mais je pense qu'avec les années, j'ai appris à faire la paix avec beaucoup de choses, à lâcher prise, à me permettre d'avoir le droit aussi à un certain confort, à me rappeler que je suis juste un individu dans un système que j'ai pas choisi, que je peux pas contrôler, puis je peux pas changer le monde comme the big world. Je suis pas dans le macro. Il y a des gens qui travaillent dans le macro, qui essaient de changer des lois, des réalités de certains gens. Moi, je suis dans le micro. Je peux juste me concentrer sur le moment que j'ai avec un individu, puis je peux juste faire de mon mieux, puis essayer de peut-être, je suis capable de changer un petit peu la vie de cette personne-là. En tout cas, c'est l'espoir. Fait que j'ai appris à décrocher puis à me concentrer sur le positif, ces petites choses-là. Mais au final, c'est un cadeau immense. Je pense que ça m'amène beaucoup de perspectives puis de reconnaissance pour les belles choses que j'ai. On prend une pause pour la Minute Podies, un des commanditaires officiels de J'ai mon voyage. Nous, on travaille souvent en télétravail, puis on adore utiliser les Podies parce que, premièrement, pour la fonction anti-bruit qui coupe le son ambiant quand tu veux travailler dans un café, c'est vraiment facilitant. Puis aussi, quand tu fais un appel, la fonction anti-bruit, elle coupe aussi les bruits ambiants pour la personne qui t'appelle. Fait que la personne qui t'appelle ne saura pas nécessairement que tu es dans un café ou ne sera pas dérangée par les bruits autour de toi. Ce qui est le fun aussi, c'est que ton Podies peut se brancher à ton ordinateur si ton ordinateur il y a une fonction Bluetooth dessus. Donc, tu as déjà comme ton casque d'écoute, mais sans le gros micro. Tu as ton micro directement sur ton Podies. Fait que oui, puis on en a déjà parlé, il y a 2 micros sur chaque écouteur, Podies. Fait que la personne, quand tu fais un appel professionnel, c'est sûr que la personne t'entend super bien. Donc, ils sont vraiment pratiques pour ça, là, les Podies. Donc, n'hésite pas à te procurer une paire sur podies.com avec le code promo J'ai mon voyage 10 pour avoir un 10% de rabais. Mais malgré ça, tu dois quand même voyager en ayant vraiment un œil différent d'un voyageur classique, là. Ouais, si fuck les tout inclus. Là, oublie ça. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, j'adore. Tu sais, une des choses qui fait que c'est un métier qui me fait triper beaucoup, c'est que j'adore l'aventure. J'adore les rencontres, j'adore les humains. Mais c'est bien que tu continues de le faire quand même. Tu sais, ça serait plate pour toi que ton aventure se limite à le travail un peu, mais aussi comme des grandes émotions, tout le temps, des grandes vagues de... Tu sais, des fois, ça peut être aussi là, un petit flot tranquille de découverte. Que tes aventures, t'es créé aussi. Là. C'est quand tu te mets en mode voyage, en mode aventure, tu peux vivre des choses extraordinaires, puis pas besoin d'être dans un autre pays pour ça. Ça aussi, c'est un beau cadeau que ça m'a apporté. J'ai l'impression de voyager chez nous. Puis pour moi, les voyages, c'est beaucoup les humains. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Ça te déjeune. Tu sais, quand tu es habitué d'être pogné tout seul dans un pays, puis de parler à des inconnus, puis de te connecter super vite avec eux, puis avoir des moments extraordinaires, puis what the fuck qui se passe, j'aurais jamais pensé ça. Il y a 2 secondes, le monsieur, je pensais qu'il allait me tuer. Il est en train de me repasser la chemise. Puis de me présenter toute sa famille, puis on rit, puis on a du fun. Ce genre de moments-là qui arrivent toujours en voyage m'inspire à amener ça au quotidien. Je parle beaucoup aux étrangers, aux caissiers, etc., un peu partout aussi. Puis quand je voyage, je suis fatiguant. Quand je vais sur le c'est le backpack. Je veux tout savoir. Tu viens d'où? T'es qui? Tu parles quelle langue? Apprends-moi des mots. Je suis passionné. C'est beau. Vraiment. Je vais dans des endroits que personne ne va. J'essaye, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis ça ressemble à quoi une journée typique de clown humanitaire? Oh my God. Il doit pas avoir de journée typique. Je reprends ma question. Ouais. Parle-moi d'une journée là, dernièrement que tu as vécue en tant que clown humanitaire. Oui, c'est ça. Ça va varier énormément d'un projet à l'autre, des objectifs du projet. Mais mon dernier projet, la Jordanie, en moyenne, c'était 2 camps de réfugiés par jour. Au début, ça a duré 1 mois, le projet. Au début, c'était un meeting plus
un camp de réfugiés par jour parce que quand c'est la première phase d'un projet, c'est-à-dire la première fois quand notre équipe débarque là-bas, puis l'objectif c'est d'y aller à chaque année sur des années, ben il faut défricher le terrain. Il faut serrer des mains, il faut aller rencontrer l'ambassade, les organismes humanitaires, ceux qui vont nous permettre de rentrer dans un camp de réfugiés. Fait qu'il y a un gros côté quand même de politique là-dedans, puis de communication, puis de jazzette, puis de contact. Fait que les 2 premières semaines, c'était beaucoup ça, mais quand même à peu près un camp de réfugiés par jour. Puis la deuxième semaine, c'était 2, des fois 3 camps de réfugiés par jour. Puis là, c'était des spectacles pour cette fois-là. Le spectacle, c'est souvent la première activité qu'on fait parce que c'est le fun, c'est rassembleur, c'est facile, ça a du succès facilement. C'est comme, c'est grandiose, c'est magique. On sort la roue allemande avec Julia, ma collègue acrobate, puis l'autre, il fait de la magie, puis l'autre fait de la jonglerie, puis du clown, puis etc., puis ils rient, puis ils ont du fun. Puis pour nous, c'est du bonbon parce qu'on a plein de feedback positifs. Fait que c'est notre façon d'offrir quelque chose de gratuit au camp de réfugiés, mais c'est juste un prétexte pour ouvrir les yeux. On est en reconnaissance. Là, c'était ça, ce projet-là. C'est quoi les conditions ici? C'est qui les organismes qui travaillent ici? C'est quoi les besoins? C'est-tu pertinent d'être ici? C'est-tu ici qu'on ferait la différence la plus positive pour, à la fin de ce mois-là, choisir 2-3 places, 2-3 organismes avec qui on veut collaborer sur le long terme, puis revenir. Puis souvent, on va choisir 1-2-3 places, camp de réfugiés, ou qu'on vient chaque jour autant que possible. Parce que c'est là qu'on a les plus grands impacts dans le bien-être des enfants, c'est cette récurrence-là, c'est des rituels, une structure. Un enfant a besoin de structure pour son bon développement émotionnel, puis une espèce de récurrence, puis une routine. Puis dans les camps de réfugiés, puis à travers la guerre puis la violence, il n'y en a plus de ça. Fait que souvent, les clowns sont les plus structurés dans l'humanitaire, parce que justement, en ayant à cœur le bien-être des enfants, on arrive à la même heure, on commence de la même façon, avec la même niaiserie, par exemple, les mêmes sons, les mêmes mots, pour qu'ils s'attachent à ça. Puis avec le temps, tu vois puis des fois rapidement des succès immenses, des changements de comportement, puis d'émotions, des jeunes qui ont des traumas gigantesques qui battent leurs parents, par exemple. Ça m'est arrivé, j'ai un jeune en tête qui battait sa mère puis ne voulait pas se coucher le soir. Après 2 semaines qu'on soit là puis qu'on fait ça à chaque jour, il remercie maman, il est full sage, il fait son lit tôt avant d'aller se coucher parce qu'il dit « Je vais être en forme pour les clowns demain. » Fait que c'est magnifique. Vraiment. Ça ressemble à quoi concrètement un camp de réfugiés? Eh my God! C'est 5 étoiles, c'est merveilleux. Non, un camp de réfugiés, ça varie énormément. Je n'ai peut-être vu une centaine, là, j'estime, à Botch, je ne sais pas trop, dans plusieurs pays. Puis il y a les plus moins pires que j'ai vus, qui sont probablement ceux en Allemagne, où imagine une école normale, une genre d'école primaire du Québec qui ont vidé, ou qui avait, je sais plus, ça servait plus comme école, puis qu'à la place, il y a plein de gens qui habitent là. Il y a plein de gens qui habitent dans... Fait que c'est quand même, tu as un toit, c'est relativement confortable, puis ils ont des services, fait qu'ils vont avoir droit à de la bouffe, ils vont avoir des fois, je pense, certaines activités. Je connais un peu moins l'Allemagne, je suis juste allé 2 fois, mais il y a une perte de sens puis d'autonomie. Fait que même si c'est comme relativement confortable, tu sais, ils contrôlent pas leur sortie, ils ont moyen d'intimité, bref, c'est compliqué. Fait que ça, c'est les plus moins pires que j'ai vus. Les pires que j'ai vus, je sais même pas comment te décrire ça, c'est probablement en Jordanie. Je pense que le pire que j'ai vu, c'est en Jordanie en 2000, parce que la situation a évolué depuis, là, mais en 2013. C'était le début de la guerre en Syrie, fait que c'était comme particulièrement intense. Puis dans le milieu du désert, isolé, caché de tout le monde, des gens qui vivent avec rien. Il fait 40 degrés. Là. Ils ont des tentes rafistolées avec ce qu'ils trouvent, des panneaux d'autoroute, des genres de bouts de tissu ou whatever, puis ils vivent avec rien dans le désert. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont pas de service, les enfants n'ont pas d'éducation. Maintenant, il y a des enfants qui sont nés là, qui vivent encore là. Puis j'ai vu une détresse humaine comme j'ai jamais vu dans certains de ces camps de réfugiés-là. Mais où tes besoins de base ne sont même pas comblés. Ouais. Ça doit être... ça doit être intense, ouais. La souffrance, la détresse des gens, j'en parle rarement parce que je trouve ça trop trash, mais je le fais. Mais les gens m'offraient leur organe. Les gens voulaient me vendre leur organe. C'est arrivé une fois. Je dis des gens, une personne, une fois. Dans ce contexte-là, genre, à quel point tu es désespéré. Ce qui était plus le classique qui arrivait plus souvent, c'est des mamans qui m'offrent leur bébé. Parce qu'ils veulent une belle vie pour eux. Ouais. Comme s'il te plaît, prends mon enfant,
amène-le chez toi, sors-le de cet enfer immédiatement le plus rapidement possible. Puis, ça fait 3 minutes, tu me connais, j'étais un grand tata multicolore. À quel point il faut que tu vives de la souffrance pour être prêt à donner ton bébé à un inconnu? C'est une souffrance que... T'as-tu le goût des fois de les ramener? Non, mais tu sais pas quand elle dit ça, mais genre, tu le vois puis tu dis... Ben, je l'ai fait, je la mets dans mon sac. T'en es 15 chez vous. Non, mais tu sais, juste de les voir puis te dire, hey, je pourrais tellement comme leur offrir. Ben, tu sais, mon cerveau va là des fois, mon cœur surtout, mais c'est pas long, surtout à cette époque-là, que ça fait un retour à la réalité de t'es-tu malade, tu serais le pire père au monde. À ce moment-là, ben, j'étais en voyage sans arrêt, tu sais, puis bénévole à temps plein, fait que c'était vraiment une idée de merde. Mais, puis aussi, est-ce que c'est faisable? T'sais, les processus d'adoption, la paperasse, etc., c'est compliqué, là. C'est pas simple, mais ça m'est arrivé une fois de sérieusement considérer l'adoption. Ah ouais? C'était quoi la situation? Un jeune de qui j'étais vraiment proche en Russie, un jeune orphelin qui avait personne au monde, qui avait un handicap relativement sévère, modéré, sévère, en tout cas, bref. Puis j'avais un lien particulier avec lui, puis on s'aimait beaucoup. Puis je suis comme, hey, ça me tente. Peut-être. Je l'ai envisagé. Pour la seule fois, pour vrai, je l'ai envisagé. Puis j'ai googlé. Je me suis informé. Puis en fait, je me suis informé à des humains avant de googler. Puis c'est pas possible. Ah non? Non, même si j'aurais voulu, c'était pas possible. À moins que les lois aient changé depuis, mais à ce moment-là, le Canada ne pouvait pas adopter en Russie. OK. Il y a comme... c'est en 2000... en tout cas, peu importe, je me rappelle pas de l'année, là, mais il y a quelques années, la Russie a changé leur politique d'adoption avec plein d'arguments. Si vous n'avez pas tel critère, les pays, ben vous pouvez pas adopter nos enfants. Puis un critère que le Canada remplissait pas, c'est le fait qu'on a le mariage gay légal. Ah ouais. Fait qu'à cause de ça. Ouais, vu qu'on a c'est dégueulasse. Vu qu'on a le mariage gay légal... On peut pas adopter en Russie. On peut pas adopter. Puis, tu sais, c'est juste des prétextes. C'est des guerres, des chicanes politiques puis économiques entre des super puissances. Puis, quand j'ai entendu la nouvelle à la radio, j'étais à Trois-Rivières, j'étais chez nous, puis je mangeais mon bol de céréales, puis on peut plus adopter en Russie. Je sais plus comment ils ont dit ça à la radio, j'ai juste fondu en larmes. C'est parce que moi, je mets des vrais visages là-dessus, je les connais, puis je sais que ça brise des vies, ça cancelle des projets d'adoption, ça cancelle des projets de sauver des vies. C'est comme si on utilisait les enfants comme argument puis comme monnaie d'échange pour des chicanes. Alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Là. Ils sont là. Exactement. Ils subissent tout ça. C'est ça. Ouais. Bref. C'est frustrant. Ça me fait capoter. Puis j'ai envie que peut-être que tu nous racontes un moment vraiment marquant positivement que tu as vécu. J'imagine que tu en as vu plein, là, mais c'est un qui t'a marqué là, particulièrement dans tes voyages humanitaires. OK. Positivement. Ben, on ira. Ben, souvent, c'est des mélanges d'émotions, que c'est du négatif, mais j'en retire quelque chose de positif. Mais mettons que j'essaie de répondre littéralement à la question de juste être dans le positif. J'ai travaillé souvent avec Patch Adams. Je ne sais pas si vous connaissez Patch, là, c'est une célébrité. Il y avait un film à son nom qui s'appelait Patch Adams. C'est Robin Williams qui jouait son rôle. Qui allait dans les hôpitaux d'enfants malades. Là, c'est lui qui a inventé ça, mon métier. Patch Adams a inventé ça, le clown humanitaire puis le clown thérapeutique. Puis, longue histoire courte, la première fois que j'ai travaillé avec lui, je suis en Russie. C'est ma première fois en Russie aussi. Puis, dans notre équipe, il y a une madame de 80 ans. C'est la plus vieille du groupe. Ça fait des années qu'elle fait ce projet-là, qu'elle s'implique pour les enfants orphelins en Russie. C'est une madame exceptionnelle qui s'implique partout, tout le temps. Elle s'appelle Rosie. Elle est suisse. Elle parle français. Elle est adorable. Elle est irrésistible. Je l'ai aidé souvent à traverser la rue, à monter dans l'autobus. Elle me disait toujours « Oh, Guillaume, tu es tellement gentil. Tu es un véritable gentleman. » Elle était trop cute. Elle était trop cute. Puis, Rosie, elle m'a marqué. Elle m'a marqué de plein de façons. J'ai combien de temps pour raconter cette histoire-là? Parce que je peux... Le temps que tu veux. OK, parfait. Je vais raconter de la totale. Mais Rosie est magique, elle est irrésistible. À toutes ses interventions, ça marche comme ça. Puis, il y a une fois qui m'a marqué particulièrement. Je suis dans un orphelinat. Il y a un ado qui a à peu près 14 ans.
Il y a des jeans tout déchirés, il y a une camisole, puis il y a des tatous, puis entre autres la croix gammée, tu sais, le symbole nazi. Moi, j'arrive en cloud, hey, salut, tu sais, veux-tu être mon ami? Je sais pas ce que j'ai dit. Puis sa première réaction, c'est qu'il essaye de me soigner un coup de poing dans la face. Que j'évite de justesse. Hey, bel accueil. Ça me tente pas. On dirait que ça me tente pas avec toi. C'est comme, non. Ça me tente plus d'être ton ami. C'est correct. Les refus fait partie de ma job. Moi, ma job, c'est des contacts humains, puis c'est pas tous les humains, ça peut fitter. Puis lui, il me dit non, fait que je peux juste le respecter. Puis c'est pas ça qu'on travaille en équipe. Ça va marcher avec quelqu'un d'autre. Ça va marcher avec Niels. Hey, Niels, le grand clown danois de 6 pieds 9, là, qui a fait la guerre, l'armée, puis tout, là, tu vas bien t'entendre avec lui. Ben non, c'est Rosie qui débarque, la petite madame toute cute, avec sa petite valise rose à dentelle. C'est comme chouicou. Puis là, elle s'avance, puis là, elle le regarde dans les yeux, elle fait un beau grand sourire. Hey. Il tend la main, puis là, l'ado, il est complètement flat. What the fuck? Il carrément pas pour y soigner un coup de poing dans la face. J'ai juste l'image de la petite mamie dans là-haut. Est-ce que tu as écouté là-haut? Oui. C'est exactement. Oui, j'ai cette c'est vrai en plus. Elle est cute, mais je pourrais vous montrer une photo en plus. Oui, tu nous montreras. Elle est tellement belle, tellement cute cette madame-là. Puis elle lui donne la main, puis elle suit. Il lui donne la main à elle, puis il la suit dans le coin de la pièce. Puis ils s'assoient ensemble. Elle ouvre sa petite valise. Il y a plein d'affaires, puis ils font du bricolage. L'ado qui voulait me sacrer un coup de poing dans la face, là. Il fait l'ado nazi, entre guillemets, est en train de faire du bricolage avec Rosie, qu'on appelle Babouchka dans notre équipe, parce que Babouchka, ça veut dire grand-maman en russe. Okay. C'est comme son surnom. Fait que ça, c'est juste mon introduction. J'adore. Okay. C'est Rosie. Pour vous donner une idée du personnage, à quel point elle est attachante, puis elle est merveilleuse, puis que ça marche tout ce qu'elle fait. Elle a passé sa vie à se dédier pour les enfants, les orphelins principalement. Puis elle a 80, mais elle va mourir bientôt. Son docteur a dit, t'es très malade, il te reste, si je me rappelle bien, c'est comme 6 mois à vivre, une affaire de genre. Okay. Il te reste pas longtemps à vivre. Puis Patch a fait quelque chose. Si, pour ceux qui ont vu le film, si vous avez vu le film Patch Adams, il fait ça dans le film, mais il le fait pour vrai dans la vraie vie aussi. Et quand il apprend qu'un ami, quelqu'un qui aime, va mourir, il dit, hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as-tu un rêve? T'as-tu un désir? N'importe quoi, là. Je fais tout à mon pouvoir pour le réaliser. Puis Rosie, ben, elle est pas conne. Elle l'a vu, le film. Elle sait. Elle sait. Fait qu'elle a dit quelque chose comme, oh, Patch, j'aimerais tellement, mais tellement, comme dans le film, j'aimerais me baigner dans une piscine de spaghettis. Tu peux demander n'importe quoi. Tu demandes de te baigner dans une piscine de spaghettis. Et là, dès qu'elle a dit ça, la réaction de Patch a ressemblé à « Yeah! » Il était trop content. Il était trop content. Avec le lendemain matin, on emprunte le garage d'un ami, on vide ça pendant des heures, on met des bâches bleues partout, on emprunte une grosse piscine gonflable à un autre ami, let's go. On cuit des nouilles pendant des heures. Il y a genre 3 cuisines qui runnent au toast, là, avec des gros chaudrons, cuisine. C'est long, c'est interminable, mais on finit par avoir notre piscine de spaghettis. Puis là, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous êtes déjà baigné dans du spaghetti. Non. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Des belles nouilles lisses et dorées qui glissent. Sans sauce, là. Sans sauce. OK. Ça chatouille juste au bon endroit. C'est coquet. C'est vraiment le fun. Mais attends, c'était vraiment des spaghettis. C'était vraiment des spaghettis. C'était pas des macaronis. C'était pas des macaronis. Wow, on fait pas ça à moitié. La madame a dit, dans le spaghetti, on y fait du spaghetti. C'est merveilleux, mais c'est aussi précieux. Une piscine de spaghetti, ça se passe pas tous les jours, puis c'est éphémère. T'as à peu près 1 demi-heure de bonne nouille. OK, parce qu'après, c'est dégueulasse. Après 1 demi-heure, c'est gris, vert, brun, ça pue, c'est pâteux, c'est comme du griot. Tu veux pas ça, la pogne d'un crack. Fait que t'as 1 demi-heure de bonne nouille. Rosie a 80 ans, très malade, mourante. Elle va se baigner 5 minutes, là. 5 minutes, c'est fini. Fait que si mon calcul est bon, il reste 25 minutes de bonne nouille. Il faut pas gaspiller ça.
Il faut pas gaspiller ça. Mais là, on est 40 clowns plus d'autres amis, une cinquantaine. Genre, tout le monde veut aller dans la piscine de spaghetti. Ça marche pas, il y a trop de monde, la piscine est toute petite. Ça se bat, là, ça chicane. Wow. On met des règlements. On organise une loterie de la nouille. Il y a comme une boîte, tu peux mettre ton nom sur un petit papier. Puis là, il y a comme 8 personnes vont avoir la chance d'aller se baigner 2 à 2 pendant quelques minutes dans la piscine de spaghetti. Après que Rosie et Patch vont être allés ensemble, Rosie vit avec Patch pendant le temps qu'ils voudront. Tout le monde met son nom dans la boîte. Le suspense est dans le tapis. Qui sait qui va aller dans la piscine de spaghetti? On est nerveux, oh my God! Puis les 2 premiers noms qui sont pigés, je me rappelle, c'était Case et Marlene. C'est 2 bons amis, fait que c'était une drôle de coïncidence, 2 Néerlandais. Puis dès qu'ils entendent leur nom, c'est comme Yeah! Puis ils sautent des hauts, oh my God, yes! Puis tous les autres, dont moi, on est comme non! Pourquoi, Jésus? Pourquoi? Puis Rosie est dans le fond de la pièce, puis elle voit ça. Puis elle rit. Elle est comme puis elle est toute cute, comme puis elle pleure de rire. Oh. C'est ça, chaque nom qui est pigé. Yeah! No! Parce que, tu sais, c'est le fun de se baigner dans le spaghetti, hein? Mais pas tant que ça. On en mettait un petit peu. C'est comme si on se donnait en spectacle pour Rosie. Puis ce que je trouve magnifique, c'est qu'on n'avait jamais eu besoin de s'en parler. Ça s'est fait spontanément. Ça s'est fait spontanément. C'est comme si tout le monde donnait son 100% pour Rosie passe la plus belle journée possible, le plus beau moment possible. Puis ça marchait. Elle n'a même pas vu la piscine de spaghetti encore, qu'elle pleurait de rire. Mais en tout cas, tous les noms sont pigés. Pas le mien, malheureusement. Si un jour vous faites une piscine de spaghetti, appelez-moi. La piscine est prête. Tout le monde est prêt à l'entour de la piscine. Il manque juste Rosie. C'est long. Elle se fait désirer, la tenante. La porte finit par ouvrir. Puis Rosie, faut savoir qu'elle est clown depuis l'âge de 6 ans. Elle est genre née dans le cirque. Son père était dans le cirque, en tout cas, longue histoire. Elle n'est pas capable de faire les choses simplement, il faut toujours qu'elle essaye de te faire rire. Donc, la porte ouvre, puis Rosie est là, en déshabillé sexy. Avec une petite radio dans la main. Puis elle se penche pour déposer la radio. Prend genre 15 minutes, on était tanné toute la journée. Là, le spaghetti sera plus bon, là. Oui, ouais, qui s'est penché. C'est long, elle se penche, elle se relève un autre 15 minutes, puis capable. Puis là, elle me regarde, c'est souvent à moi qu'elle s'adresse parce que je parle français. Elle me dit, mon garçon, est-ce que tu pourrais presser sur play? Je fais, oui, ma belle Rosie, pas de problème, m'a pressé sur play. Puis là, je sais plus c'était quoi la toune, genre du Barry White, une affaire du genre, tu sais, une toune sexy. Je boum, pa, tcham, pa, pa, pam, pla, start ça. Elle nous avait préparé une chorégraphie. Ah, c'est-tu vrai? Un numéro, un striptease. Oh non! Rosie. 80 ans et plus. Je capote, je suis crampé, on pleure de rire toute la gang. Dans une piscine à spaghetti. puis ça, il y a plein de moments dans ma vie de clown humanitaire que ça fait ça, là, où il faut que je m'arrête un instant. J'analyse la situation. Je fais, what the fuck? Là, je suis en Russie, avec le célèbre Patch Adam, une quarantaine de clowns un peu partout dans le monde à faire la tournée des orphelinats, puis il y a une madame suisse clown de 80 ans mourante qui fait un striptease pour aller dans une piscine de spaghetti. Je suis en train de vivre ça live. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Elle finit son striptease, je l'aide à rentrer dans la piscine de spaghetti. Dès que ses pieds touchent les nouilles, il fait comme wouhou! Puis elle flotte, puis comme waouh! Puis elle est toute contente avec des étoiles immenses. Puis j'ai jamais autant pleuré et ri que pendant ce voyage-là, qui était comme un de mes premiers significatifs. Puis ça, c'est la première fois que j'ai pleuré dans ce voyage-là. Puis j'ai pleuré de bonheur. J'avais jamais vu une démonstration d'amour, d'amitié aussi intense, aussi weird, mais aussi belle, puis simple, parce que la plupart d'entre nous, on connaissait pas Rosie il y a une semaine, il y a 2 semaines. Puis tout le monde se mobilisait pour donner son 100% pour qu'elle vive ce moment-là. Ouais. Puis Patch est arrivé. Un grand monsieur. Puis il était juste en boxeur. Un boxeur des Simpsons. Il s'approche devant la piscine, puis il se penche. Pogne sa moustache. Twing, twing. Rosie, may I join you? Oh yes, please, Patch. Patch aussi est jamais capable de faire les choses simplement comme les autres. Il prend ses boxeurs,
il les enlève d'un coup sec, il fait une bombe dans la piscine. Fait que là, quand ce monsieur de, je sais pas, il avait quel âge à ce moment-là, 75 ans, 70 ans, enlève ses boxeurs, on fait tout genre ah! Mais ne vous inquiétez pas, on n'a rien pu voir. Parce que Patch est un vrai de vrai hippie des années 60. Il a le buisson tellement fourni. Ça cache tout. Ça cache tout. Fait que bref, Patch se retrouve dans la piscine, elle se lance du spaghette, etc. Puis là, il y a peut-être plein de monde qui croit pas à cette histoire-là en ce moment, mais j'ai des photos, j'ai des preuves. Je pourrais vous les envoyer. On voit pas le buisson dans les photos, on voit juste le spaghette puis Rosie avec ses étoiles dans les yeux. Fait que bref, c'est une longue histoire quand même, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup, qui m'a marqué. C'en est une parmi tant d'autres. Puis on dirait que ce voyage-là, puis être clown humanitaire en général, mais ce voyage-là spécifiquement m'a appris c'est quoi l'amour. Et c'est comme là, à travers, en étant témoin de plein d'affaires du genre, puis en recevant plein d'amour, puis en donnant plein aussi, que j'ai commencé à m'aimer pour de vrai. OK. Ouais, vers l'âge de début vingtaine, à m'aimer pour de vrai, puis avoir des relations, des amitiés, de la famille, des amoureuses aussi, mais plus honnêtes, plus vraies. Mais ça a l'air très pur, tu sais, ce que tu racontes, vraiment. Tu sais, quand tu dis on se connaissait pas, puis on a donné plus que notre 100% pour une personne qu'on connaissait à peine, je trouve ça pur. C'est vraiment le mot qui me vient en tête. Je trouve ça beau. Ouais. Ben je oui, trouve ça vraiment je suis d'accord, j'aime ça. Moi, c'était tellement beau, puis pur, puis simple, puis magnifique. Ça me fait faut que ça se peut. Ouais. Tu sais, j'avais toutes ces résistances-là face à l'amour, plein de traumas, plein d'affaires. Puis peut-être que je peux ouvrir ça. Tu sais, puis me Ça laisser peut être aimer, facile, vraiment. aimer. Ça peut être beau, ça peut être facile. Ouais. Fait que ça, c'est une belle chose. Aïe, pour ma longue réponse à ta question. On regarde l'heure. Je vois l'heure, j'ai envie qu'on parle de plein d'affaires. Let's go! Avant, mettons, quand tu arrives là, dans un camp de réfugiés, il y a combien d'enfants? Est-ce que tu vois tout le temps les mêmes enfants? Eux, ils s'attachent à toi. Est-ce que vous avez comme votre groupe d'enfants, chaque clown? Comment ça se passe avec eux concrètement? Ça va varier d'un projet à l'autre, mais l'objectif, l'idéal, c'est de retourner dans le même camp à chaque jour. Il ne peut pas avoir trop d'enfants. Le nombre d'enfants qu'il peut avoir, on va choisir des camps en fonction de ça, va dépendre du nombre de personnes qu'on a dans notre équipe. OK. Tu sais, ça serait irresponsable, par exemple, de débarquer à 2 clowns quand il y a 2000 enfants. Quand même. Puis c'est souvent des enfants qui ont des gros traumas, des gros problèmes d'attachement, d'opposition. C'est pas comme jouer avec des enfants au Québec. C'est vraiment difficile, souvent, travailler avec des enfants qui ont tous ces traumas-là. Ça demande une formation, ça demande une préparation. Fait que je dirais, quand on travaille avec une équipe béton, là, qui a beaucoup d'expérience, là, on peut stretcher jusqu'à 50 enfants si on est genre 4-5, à peu près. Puis c'est difficile. Parce que des fois, il y a des moments qu'il faut un pour un. Puis la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on travaille en cercle. Toujours en cercle. Parce que c'est inclusif, parce qu'on se voit, tout le monde, parce qu'on est un beau groupe, on est là tout le monde ensemble, c'est égalitaire. Puis on a une façon de travailler qui est pas basée sur le langage. Fait que je vais faire des mouvements, des sons aussi simples que houp, 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 boing, mahaba, qui veut dire allô en arabe. Fait que je connais quelques mots-clés, puis je fais des sons, puis les enfants répètent houp, 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 houp. Puis vu que je travaille avec d'autres personnes qui, eux, répètent ce que je fais, juste le fait que d'autres adultes répètent ce qu'un fait, les enfants comprennent, faut que je répète, puis il faut toujours que ça soit fait de manière le fun, engageant, 100%, tac, 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 puis on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à ce qu'il y ait de temps mort. C'est vraiment dur. C'est comme être à la guerre, man. De genre, si je suis pas le fun pendant 2 secondes ou assez intéressant, faut que je fasse le poulet, ben ça... Tes pères. Des pères, puis les perdre peut vouloir dire une émeute. Quand c'est des enfants avec autant de trauma, tu sais, les gens pensent que ma job est dangereuse, souvent. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais quand c'est dangereux, d'habitude, c'est à cause des enfants. C'est arrivé, là, des enfants qui lancent des roches, qui cassent des instruments de musique, qui déchirent des chandails. Puis c'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour. C'est de la colère qui doit sortir. Je côtoie la guerre et la violence depuis des années. Je sais plus comment faire, comment interagir. C'est la gestion de soi, là.
Puis c'est ça, bref, tout ça. Fait que bref, ta question, c'était comment ça se passe? Ben, c'est en cercle. C'est aussi simple que des sons, des imitations, des animaux. Souvent, on commence avec ça pour les comprendre le système en cercle. On répète. Puis à travers ce système-là, ce langage-là qu'on vient d'établir avec des sons puis des mouvements, on peut partir des jeux. OK. Qui sont des jeux qui sont réfléchis pour pouvoir être expliqués avec ce système-là, d'une part. Être le fun, bien sûr, mais aussi que tout le monde peut participer. Même s'il y a un enfant qui est vraiment pas bon, un enfant qui est handicapé, un enfant qui comprend pas, ils sont faits pour être simples, le fun, inclusif. Tout le monde peut, puis tout le monde a l'occasion, s'il est prêt, s'il veut, de s'exprimer devant les autres, d'être créatif. Soit exprimer des émotions, ce qu'il veut. Il y a un moment là que c'est lui qui a le focus. Pouf! Toi, exprime-toi. OK, puis s'il n'est pas obligé, pas de pression. Mais s'il le fait, il va avoir juste plein d'applaudissements de tout le monde. Okay. Parce que t'as 5 clowns qui applaudissent comme des malades, puis les enfants sont déjà habitués d'imiter les clowns. Fait qu'eux autres aussi applaudissent. Sans s'en rendre compte des fois, qu'ils font juste imiter. Puis là, ça envoie plein d'amour, de validation à un enfant qui est comme super gêné, peut-être même de faire de quoi dans le groupe, qui a fait de quoi de super simple. Je suis vu. Ça doit créer des amitiés entre eux aussi, là. Oui. Tu sais, de jouer ensemble comme ça, des fois après ça. Juste un petit lien, puis qu'après, le reste de leur journée, ils peuvent les passer ensemble puis développer ça. C'est tellement beau. Puis c'est confrontant des fois parce que dans les camps de réfugiés, ça vient pas toujours du même pays. C'est pas toujours la même ethnie. Des fois aussi des cultures que les gars et les filles n'ont pas le droit de se mélanger. Fait que les adultes, puis les sociétés, puis les cultures ont implanté plein d'idées de même. Puis on dirait que nos jeux, souvent, sont un safe space ou qui ont le droit de sortir de ces contraintes-là. Hey, ici, j'ai le droit de jouer avec mon ami noir. C'est fou, là. Vraiment. Ouais. Bref. Fait que ça se passe en gros de même, puis les enfants, ils vivent des succès, puis ils s'expriment. Puis à la force de répétition, puis de faire ça à chaque jour. T'sais, une session standard va durer peut-être 1 heure à 2 heures. OK. Puis il y a plein de jeux, il y a des activités, il y a des workshops. Puis ça a commencé la première fois qu'un spectacle, généralement. OK. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis il doit avoir... J'imagine que c'est stratégique de commencer par un spectacle, un peu comme tu disais tantôt, parce que j'imagine qu'il y a de la méfiance quand même. Ou au départ, tu sais. Il y a plein d'affaires. La fascination, de la curiosité, de beaucoup de what the fuck is that? Genre, puis des fois, ils n'ont jamais vu de blanc de leur vie. Là. OK, ouais. Tu sais, fait que là, c'est comme. Ils savent pas trop comment se placer. Fait que c'est comme le bonbon, le spectacle. Tu n'as rien à faire. Fais juste t'asseoir, si ça te tente, venir voir. On fait des affaires le fun puis drôles. Puis là, fait que ça les séduit. Alors, ça gagne leur confiance. Fait qu'après ça, d'arriver avec les jeux, c'est plus facile. Parce qu'en fait, ils nous associent au spectacle de « Hey, c'était vraiment le fun, je vais avoir encore du fun avec eux. Fait que là, ils sont plus... si on avait commencé la première journée avec les jeux, ça aurait peut-être moins bien marché. OK. Ouais. Puis au début là, tu parlais que toi, tu as été hébergé dans vraiment différents types. Là. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de à quoi ça ressemble en général ou juste nous parler des différentes expériences que tu as vécues là, en lien avec les types d'hébergement, là, surtout? Bien, la plupart du temps, comme je disais tantôt, ça va être un appartement qu'on va louer, qu'on va se faire prêter, qu'on va avoir un rabais, etc. Parce que ça vient qu'une grande responsabilité quand un projet est financé par des dons. Puis c'est presque tout le temps 100% des dons. Dans d'autres secteurs d'activité qu'on va avoir, qui sont au Québec, par exemple, les CHSLD, il peut y avoir des fois des subventions, des trucs comme ça, mais l'humanitaire international, il n'y a rien. Le seul financement possible, c'est des dons de particuliers. Fait que pour nous, c'est une responsabilité immense. Chaque scène qu'on dépense, il faut que ce soit fait avec... Il faut que ce soit réfléchi pour optimiser, pour faire le plus de différences positives puis être le plus économe possible pour le projet. Fait qu'on se ramasse dans des endroits pas chers. Fait que souvent, on est empilés les uns par-dessus les autres. Comme là, c'était pas si pire. Il faut quand même un certain confort pour garder notre santé mentale pendant un mois. Là. Quand tu travailles tous les jours. Puis Oui. Mais tu sais, t'es quand même des adultes de 35-40 ans qui ont des tout petits lits qui se partagent des chambres à 2-3 dans un appart un peu sombre et humide. Ce qui est pour nous du luxe comparé à plein d'autres choses qu'on a eues. Fait qu'il faut pas être très exigeant. Puis la bouffe qui est fournie par l'organisme, par l'argent de don aussi, généralement, ça va être végétarien. Parce que c'est moins cher, parce que c'est plus inclusif s'il y a des végés, etc. Puis c'est des épiceries qu'on fait nous-mêmes, qu'on cuisine ensemble des batchs de riz, puis de bines, puis de légumes, puis d'affaires bien simples. C'est vraiment pas du luxe. Fait que ça, c'est la norme. Okay. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a eu des fois que c'était pratiquement luxueux, ce que j'ai eu. Ça, c'est plus rare, mais
comme, tu sais, nous, on a des subventions, on a une culture du don, on a un pays plutôt favorisé. C'est bien plutôt fucking favorisé. Il y a des moyens. Puis, fait que, bref, dans d'autres pays, la seule chose, ou une des seules choses qui peut financer des projets du genre, c'est les ultra-riches. Puis ça, c'est confrontant de passer la journée avec du monde qui veulent vendre leur organe parce que ça va pas bien. Puis le soir, me faire inviter dans un manoir où il y a la princesse puis des ultra-riches. Ben, c'est eux qui donnent. Il faut chiller avec eux pour leur expliquer ce qu'on fait, pour qu'ils aient envie de donner, pour que le projet continue. Puis ça fait que des fois, le soir, je vais dormir dans une espèce de manoir là, de luxe qui n'a pas de maudit bon sens. Mais ça, j'aime pas ça. Ouais. Émotionnellement, c'est trop difficile. Il y a comme un non-sens. Un clash, vraiment. Là, ouais, c'est ça. Un non-sens. Puis il y a l'autre extrême, où que je sais plus si je referais, où je me suis retrouvé à vivre carrément dans un camp de réfugiés. Dans une tente. Ouais. Fait que tu vivais vraiment comme eux, c'est ça. Ouais, ben, j'essaie d'être prudent en disant comme eux parce que moi, je peux partir n'importe quand. Oui, c'est ça. Puis j'ai mes cartes de crédit, il y en a souvent, eux autres aussi, là, mais en tout cas, c'est compliqué la réalité d'un réfugié. Mais disons que j'ai beaucoup plus de liberté et de moyens. Je peux partir n'importe quand. Puis j'ai vécu généralement plus pas loin du camp de réfugiés, en parallèle, dans ma tente, dans des conditions, disons, semblables. Mais ça m'est arrivé quelques jours de vivre à même le camp de réfugiés, puis j'ai pas réussi. Non. C'était trop. C'était plus difficile que je m'attendais. C'était dans une tente, il fait chaud le jour, il fait vraiment chaud le jour dans la tente, il fait vraiment froid la nuit, puis j'étais malade en plus, fait que j'étais dans la tente tout le temps. Puis t'as pas accès à des services, t'as rien quand t'as ça, quand t'as besoin de quelque chose, tu fais quoi? Il y a du son tout le temps, t'as des tentes. Tes murs, c'est une tente, c'est une toile. Fait que, bref, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis après, je pense, 3-4 jours, j'ai fait, entre autres, parce que j'étais malade, je suis comme, faut que j'aille ailleurs. Je vais jamais me remettre. Je vais jamais retrouver ma forme physique. Je me repose pas ici, je suis pas capable. Fait que c'est fou, les gens. Il y en a qui doivent être malades. C'est des réfugiés. Eux, ils voient ça comment. Fait que toi, tu pars, tu sais. Moi, je peux partir. Je peux me prendre, par exemple, une chambre d'hôtel si je veux. Je peux aller à l'hôpital si je veux. Je peux avoir des soins. Puis tu sais, il y en a certains qui ont un peu de moyens, là, dépendamment, parce que là, en même temps, je parle des Syriens. La Syrie avait beaucoup de moyens avant la guerre, mais plus ça va, puis plus ils ont rien. Hein, puis ils se font extorquer par des contrebandiers qui les font traverser légalement, plein d'affaires. C'est super compliqué. Fait que souvent, quand ils sont rendus en camp de réfugiés, ils ont plus grand-chose. Mais même s'il y avait des moyens, ils n'ont pas de statut. Ils n'existent pas. Souvent. Fait que même si tu veux aller à l'hôpital, même si tu veux aller à l'école, même si tu avais des moyens, tu peux pas. Tu tombes dans une craque, tu es rejeté par une société au complet. Mais qu'est-ce qui fait que tu as le droit d'aller au camp de réfugiés? Tu sais, mettons, tu n'as plus de maison, n'importe qui est admis dans un camp de réfugiés? Ou comment tu admis? Non, je comprends. C'est une bonne question. Mais tu sais, comment tu te rends là? C'est variable parce que c'est quoi? Un camp de réfugiés. C'est un mot que je galvaude. C'est flou. C'est très flou, mais c'est très variable. Tu sais, t'as, mettons, Idomeni, qui est un camp de réfugiés en Grèce, où j'ai vécu une des expériences les plus marquantes de ma vie. On est en Grèce, on est en 2016. C'est avant que le gouvernement implante des normes de camps de réfugiés. Fait que c'est des camps, on peut dire, informels, improvisés. Ça donne que plein de réfugiés ils prenaient cette route-là, puis ils se ramassaient à cet endroit-là parce qu'il y a une frontière qu'ils veulent traverser là, puis ils restent bloqués. Ça, c'est le classique. Ils restent bloqués là parce que le pays voisin ou l'Union européenne a fait « Oh, on laisse pas passer les réfugiés, on a peur des réfugiés, peu importe la raison. » Fait qu'ils restent pognés à une frontière. Je dis « Ben, on va attendre qu'il ouvre la frontière. » Fait que ça devient spontanément ou naturellement un camp de réfugiés. Ils vont avoir des tentes. Idomeni, c'était une gare de chemin de fer abandonnée. Fait que beaucoup dormaient dans des wagons de train. Puis là, après ça, avec le temps, si c'est des camps qui durent plusieurs années, ben, ils vont s'installer de plus en plus confortables, entre guillemets, en se construisant des petites cabanes avec rien. Fait que ça, c'est le camp de réfugiés informel. C'est un exemple. Mais après ça, tu as des trucs gouvernementaux avec des fences, des barrières immenses avec des barbelés, puis des messieurs avec des fusils devant, puis toutes les allées et venues sont contrôlées. Souvent, les réfugiés ne peuvent pas sortir. Ils dorment dans des lits superposés. Là, tu peux avoir des fois genre, des dizaines, des centaines de lits superposés dans un gymnase. Tout le monde vit là, puis ils se partagent genre 5 toilettes chimiques à la gang. Puis ça, c'est une autre réalité. Puis il y en a plein. Il y en a plein, puis c'est dur de définir un camp de réfugiés
On peut pas tous les définir en même temps. Chaque pays est différent, chaque système de camp de réfugiés est différent. Puis dans le même pays, il y a des différences. Au Mexique, c'en a un qui me fascine le plus, à quel point c'est différent d'une place à l'autre. Il y en a des un peu confortables. Ce que je viens de décrire, l'entrepôt avec les bunk beds, les lits superposés, j'ai vu ça au Mexique. Mais au Mexique, ce qui est fascinant, on dirait que plus t'es noir, ou moins t'es blanc, plutôt, moins t'as accès au bon camp de réfugiés. OK. Peut-être que je fais un raccourci intellectuel, mais j'ai pas le choix de constater que quand je suis allé dans un camp de réfugiés un peu plus confortable, comme ce que je viens de décrire, parce que ça, c'est le confortable, là, parce qu'il y a des services, puis il y a même une genre d'école pour les enfants, entre guillemets. Mais il y a aussi... Pourquoi on dirait que tous les Noirs, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés qui sont pas backés par le gouvernement puis les gros organismes, qui sont comme dans des genres de bidonvilles improvisés entre eux. Puis ça donne qu'il y a un monsieur du quartier qui a un peu de moyens qui décide de les aider du mieux qu'ils peuvent, mais qui vivent littéralement dans des déchets. Tout se peut. Il y a un clash quand même. Tout se peut. Puis il y en a qui restent là comme des générations. Là. Maintenant, peut-être pas, mais mettons, tu disais qu'il naît là puis qu'il est encore là aujourd'hui. Ça veut dire que les autres, c'est ce qu'ils n'en sortiront pas. Mais quoi, des générations, c'est même pas une exagération. Ce que tu dis, j'ai vu ça en Thaïlande. Okay. Les réfugiés birmans, là, c'est super compliqué. Ce qui se passe en Birmanie, la guerre civile, etc. Depuis, il y a eu plein d'étapes. Là. Il y a les Rohingyas. Mais en tout cas, il y a un gros camp de réfugiés en Thaïlande. Puis je pense que c'était 3 générations. C'est fou, là. Ouais. Les parents sont nés là, puis là, eux sont nés là. Puis ils sont pratiquement... Je sais même pas. Je pense qu'ils sont jamais sortis. Fait que pour eux, c'est ça la vie. Ouais. C'est fascinant. Ouais. C'est troublant. Vraiment. C'est le fun, genre, avec vous. Hey, on adore ça. Des sujets lourds un peu, m'excuse. Non. On aime ça. Et on va pas mal être rendu à notre Patreon, comme on disait tantôt. Avant, on fait toujours un this or that avec nos invités sur le voyage. OK. Qu'on va apprendre t'es qui en tant que voyageur. Oui, c'est ça. Plus tes voyages personnels. Tout inclus. Mais avant, dans le fond, on a un de nos commanditaires du jour qui est Poddies, qui t'offre une paire d'écouteurs. Pour vrai? Ouais. Merci, Poddies! Je t'aime, Poddies! Essayez ça. Toujours pratique pour les voyages. J'ai un cadeau, je savais pas. Oui. Fait qu'on y va avec le this or that. Okay. Camping ou hôtel? Camping. T'as l'habitude d'en faire? Oui, j'aime beaucoup ça. J'en fais pas assez. Surtout la nature. Ouais. C'est une des plus belles richesses de la vie et des voyages, à mon avis. T'en fais aussi au Québec, du camping? Oui, mais là, depuis une couple d'années, c'est plus une vanne. Quand je travaille au Mexique dans un camp de réfugiés, je dors dans une vanne qui s'appelle Monique. C'est ça mon camping maintenant. J'adore. Mais tu descends en van. Ah ouais. Ouais, je traverse les États-Unis en van, puis je vis dans ma van pendant plusieurs semaines. Fait que c'est mon camping. Puis est-ce que, là je sors du this or that, mais ça m'amène une question. Est-ce que des fois, tu sais, ta blonde, elle vient avec toi, ta famille, tes amis, autres que les gens avec moi, qui j'ai pas travailles, ça des amis. Non, j'ai une blonde, puis elle m'a suivi au Mexique les 2 fois. Ouais, les 2 fois que je suis allé. Puis on a mélangé travail humanitaire et plaisir parce qu'on passe, mettons, 1 mois dans le camp de réfugiés. Puis on travaille là, puis elle nous aide des bénévoles dans le projet. Puis en revenant, on peut prendre plusieurs semaines, juste moi puis elle, à faire un road trip sur le chemin du retour aux US. Ouais. C'est vraiment fun. Ouais. Wow. Plage ou forêt? Oh! Damn! That's a hard one! Je pense que je vais dire forêt, mais juste s'il y a des montagnes. Sinon, je pense que je choisis. J'aime beaucoup les montagnes. Ouais. Une petite facile, là, backpack ou valise? Le backpack, définitivement. Ouais. Tu mets tout ton équipement, mettons, dans ton backpack? Oui, pendant longtemps, tout ce que je possédais rentrait dans... J'ai comme un gros backpack principal, j'ai un petit sac là, qui est pas loin, que vous avez peut-être vu tantôt, qui est devant. Puis j'ai mon monocycle qui a son propre sac. Donc ça fait 3 sacs, c'était tout ce que je possédais pendant plusieurs années. Puis ces sacs-là, je suis pas capable de m'en débarrasser, c'est rendu dégueulasse. Mais ils ont vraiment même temps. C'est comme ma famille. Là, c'est ça. Puis peu importe là, où je m'en vais, pourquoi, même si c'est une fin de semaine, un voyage que je pourrais amener une grosse valise, j'amène toujours mon gros backpack. Je suis trop attaché. C'est ma maison. Genre. Ben oui, ouais. Planifié ou improvisé? Ben, pour le plaisir, là, improviser. Ouais. Pour le travail, c'est une autre affaire, là, pour le club alimentaire, mais genre, moi, je suis game, là, tu mets moi une flèche, on la tourne, puis OK, c'est là quand ça va, le globe terrestre, wouh! J'adore ça. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà fait? Tes voyages personnels? Oui.
C'est-à-dire que j'ai fait cet exercice-là plusieurs fois, mais au Québec. OK. De faire, mettons, j'ai une fin de semaine avec des amis ou avec ma blonde, puis on tourne la flèche, puis c'est là qu'on s'en va. En road trip. Mais jamais en voyage, il faudrait. Ouais. On le fait-tu? Oui. On sort le gars. J'ai peur, là, les États-Unis. C'est ça. Pas Paris. Vélo ou surf? Ben, j'ai pas vraiment fait de surf, sauf genre le truc artificiel, là, parce que j'avais fait des shows de cirque à m'emmener dans un parc aquatique. Genre, ouais. Puis, fait que j'ai juste fait ça quelques fois, puis j'ai vraiment trippé. Fait que j'aurais envie de découvrir plus le surf, d'essayer, fait que je vais dire surf. Okay. Ouais. Singe ou tortue? Ben, le singe, parce que c'est peut-être mon animal totem. Il me semble que j'ai quelque chose de macaque. C'est un animal que j'aime beaucoup. Qui m'amuse. Ben, j'en ai 3 tatoués d'ailleurs ici. Fait que les 3 Wise Monkeys. Don't see evil, don't say evil, don't hear evil. Ma foi de genre. Fait que de choisir de juste faire des singeries plutôt que des choses méchantes. Ça te représente bien, le singe. Merci. Désert ou architecture? Ben là, j'ai pas le choix de répondre désert parce que j'étais dans un désert il y a pas longtemps. On a eu une fin de semaine de congé puis on est allé à Wadi Rum, en Jordanie. J'ai jamais été attiré par les déserts. Je connaissais rien de tout. Je me fait OK, désert. J'avais jamais fait on va y aller. Puis je pleurais tellement c'était beau. C'était magnifique. Fait que là, j'ai encore ça d'imprégné en moi. Fait que j'ai pas le choix de te répondre désert. C'est bon, je comprends. Resto ou street food? Street food, all the way. Fuck les restos. En général, je suis pas tant tripeux de resto, mais je suis pas un foodie. J'aime pas tant la bouffe, là, puis c'est weird de dire ça. J'offense, on dirait, 90% des gens, j'aime pas ça, la nourriture. Mais j'aime les cultures. J'aime me mettre à la place des autres. Puis on dirait que le street food, dans la culture, en tout cas en Asie beaucoup, au Mexique beaucoup, t'apprends tellement sur les gens. Puis leur habitude, puis leur quotidien, puis des nouvelles saveurs. Je sais pas, j'adore le street food, bref. Plongée ou randonnée? J'ai jamais fait de plongée et ça m'effraie. Ouais. Je jouais au Nintendo 64 à Mario. Puis là, t'allais en dessous de l'eau. Puis là, il y avait la grosse anguille qui sortait. Ça faisait peur. J'avais peur dans l'eau, même dans les jeux vidéo. J'étais-tu malade? C'était quoi? C'était plongée ou? Randonnée. Définitivement randonnée. J'adore les randonnées. J'ai monté le mont Olympe en gougoune. J'ai trippé ma vie. Je vais refaire ça. Faire la fête ou lire? Oh. Avant, j'aurais dit lecture, et surprenamment. Mais j'étais allé à l'université, j'étais cœuré. J'adore. Non, c'est pas vrai. J'aurais jamais dit lecture. J'aurais jamais dit lecture. Mais j'aime beaucoup la lecture, mais j'ai de la misère à cause d'un trop plein de lecture en psychologie. Plus de call-in Netflix, c'est facile. Puis les internets, fait que je suis rendu pas bon pour lire. Fait que tu vas faire la fête. Ben oui, on y va-tu? Pas le choix. Je fais tout. C'est mon quotidien, la fête. Ouais, c'est vrai. Et bungee ou musée? Ça dépend du musée, I guess. Mais bungee, je n'ai jamais fait, mais je peux pas dire non à ça. Je trippe sensation forte, je trippe sur les hauteurs. Ouais. C'est bon. Je ferais pas ce choix-là, moi. Taxi ou scooter? Scooter. Puis c'est moi qui conduis. T'amènes pas de savon, t'amènes pas de déo. J'ai le choix. Ben c'est un ou l'autre, là. J'amène pas de savon. Parce que du savon, c'est partout, universel. Du déo, oui. Des fois, c'est weird. Ça marche pas très bien. Puis je pue pas tant. C'est correct. On va se tenir loin. Relaxer ou explorer? Explorer. J'ai de la misère à tenir en place. Grande ou petite ville? Non, je peux pas choisir ça. J'ai chien, ça. Les deux pour des raisons tellement différentes. En vrai, j'aime les plus petites puis les plus grosses. Pourquoi? Dans les grosses, là, j'aime ça me perdre. Quelque chose que j'adore. J'ai marché 16 heures à Tokyo. Juste parce que wow! C'est beau. Je peux marcher longtemps, me perdre dans des grosses villes.
Il y a quelque chose qui me fascine d'analyser la société humaine, on dirait, puis les habitudes. Mais les petites villes, les villages, les petits bleds perdus, les places que personne ne connaît, c'est souvent là que j'ai les moments les plus magiques, les plus belles rencontres. Il y a quelque chose de plus chaleureux, de moins artificiel, de plus vrai. Fait que je pense, genre, je vais me perdre quelques jours dans la grande ville, mais je vais rester plus longtemps dans une petite ville. Ouais. Bonne réponse. Et voyager avec ton partenaire ou tes amis? Oh, ben, mon partenaire, c'est mon ami. Avant tout. Avant tout. Idéalement, tout le monde. Mais il faut faire un choix. Ah, fuck! Ben, pour le plaisir, mes plus beaux voyages que j'ai vécu dans les années, c'est avec ma blonde. Fait que, puis elle va peut-être écouter. Fait que, Europe ou Asie? Asie. J'aime pas tant l'Europe. C'est pas vrai. Pas que j'aime pas l'Europe. J'adore l'Europe. J'ai fait beaucoup de pays en Europe. Mais après autant de voyages, je pense que c'est plus difficile d'être dépaysé. Puis moi, d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe, je suis comme, c'est la même maudite affaire que chez nous. Je veux me perdre. Je veux pas comprendre ce qui est écrit sur les panneaux. Je veux pas comprendre la langue que l'autre me parle. Puis un de mes pays que j'aime le plus voyager, c'est la Thaïlande. Okay. La Vietnam aussi. On va là en janvier. Oui, Dominique s'en va là. Moi, j'en parlerai après. Cool. Dominique va. Gougoune aussi, pour terminer. Gougoune. Ouais. C'est bien plus confortable. Nu-pied, même si j'avais le choix. Ouais. OK. Crème, c'est bon. C'est ce qui conclut notre This or That. Oui. Avant qu'on passe merci. au Patreon, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes prochains projets? Oui, ben je suis beaucoup sur Facebook, Guillaume Vermette, Clown Humanitaire. Pour aller sur mon Patreon aussi, Guillaume Vermette, Clown Humanitaire, faire un don un peu à chaque mois pour m'aider à continuer à faire des projets humanitaires. Ces sous-là, en fait, vont tous à la Caravane Philanthrope. C'est aussi possible de donner à travers le site web de www.caravanephilanthrope.com. Puis si vous suivez mes réseaux, j'ai mon livre que vous pouvez acheter, que 100% des profits du livre, des sous, vont au projet humanitaire. Pas une scène à moi, pas une scène à la maison d'édition, c'est unique. Puis c'est des histoires du genre un peu ce que j'ai partagé aujourd'hui, mais je peux prendre plus le temps dans le livre. Puis c'est une collection d'humains extraordinaires que j'ai rencontrés en voyage. En gros, c'est ça. Je pourrais dire plein d'autres affaires, mais je parle trop. Puis, je finis là, avec une dernière question qui vient là. Puis si c'est pas trop indiscret, là, dis-moi là si t'es pas à l'aise de répondre, vas-y. mais t'as été bénévole pendant... T'as été bénévole pendant 10 ans? Bénévole, genre 100% là, pendant 5 ans. OK, pendant 5 ans. Puis tu sais, là, tes revenus, c'est quoi? Si justement, il y a plein de choses que tu fais qui vont pour tes projets plus humanitaires. Oui. Est-ce que tu as un revenu à travers ça quand même? Ou? Ça varie. À chaque année, c'est différent. Là, mais en ce moment, mon revenu, c'est les conférences que je donne. Okay. Je donne des conférences au secondaire surtout, mais ça peut être autant à la maternelle qu'à l'université que dans des événements corporatifs, que des fois, c'est public aussi dans des salles. D'ailleurs, là, ça va déjà être passé le podcast, mais j'allais inviter les gens à venir me voir vendredi, mais il va être trop tard. mais je donne des conférences. Bref, puis avant, je donnais 100% des revenus des conférences à la Caravane Philanthrope. Mais là, plus ça va, je m'installe, j'ai une blonde, j'ai un appart, peut-être un enfant un jour, j'ai 2 chats. Ça coûte cher, 2 chats. Donc, je garde un certain pourcentage de ces conférences-là. Puis ça reste une méthode de financement importante pour notre organisme. Moi, ça me fait un salaire, symbolique, j'ai envie de dire, qui me permet de vivre. Oui, ben c'est important. Oui. Si tu veux continuer ce que tu fais... Sur le long terme, c'est ça. Il faut que tu réussisses à vivre aussi dans ta vie personnelle. On n'a pas besoin de grand chose. C'est overrated. C'est vrai. Tout est pour tes chats. Tout est pour les chats. C'est ça. Merci, Guillaume. Merci infiniment. Dans le Patreon. Oui, dans le Patreon par rapport à tes événements plus marquants là, oh yeah. que tu as vécu. Fait que, je vais toutes les faire pleurer, vos Patreons.